Ok, bonjour à tous. On continue le cours de géologie online. Avec les phénomènes qu'on avait vus précédemment, on avait finalement terminé le cycle géologique, c'est-à-dire qu'on avait vu le chemin possible pour un petit grain de quartz qui se faisait arracher par les processus d'érosion d'altération. Il peut, dans certaines conditions, finir par, après le transport, devenir un sédiment, qui peut aussi, dans certaines conditions, se digénétiser, faire des roches sédimentaires, qui peuvent, dans certaines conditions, euh, être envoyées en profondeur et alors se métamorphiser, et elles peuvent aussi, dans certaines conditions, fondre, des conditions très rares. Donc, si on se rappelle les premiers cours, compléter ce cycle est très rare et il y a beaucoup de pauses qui durent très longtemps. Mais ce qui nous manque encore pour un peu regrouper tout ça finalement, pour faire le lien entre tous ces phénomènes, c'est le moteur de la plupart de ces modifications. En effet, il existe une série de phénomènes sur Terre qui vont forcer notamment une partie de ces mouvements de masse et même aussi participer et aider ou empêcher l'érosion, l'altération, la formation de bassins sédimentaires. Et donc, ce qui nous manque pour comprendre cette histoire et ces phénomènes sur Terre, c'est la tectonique, qui n'est pas le nom d'une danse ridicule, mais qui est en fait un ensemble de phénomènes qui va permettre ces mouvements de masse dans la Terre. Et à plus grande échelle, quand on considère vraiment tous ces mouvements de masse et quelle est leur cause aussi, là on va parler de géodynamique globale de la Terre. Donc la tectonique participe ou même va permettre l'ensemble des processus géologiques qu'on a vus jusqu'à présent. Érosion et altération peuvent être, comme je vous l'ai dit, facilitées ou empêchées par la tectonique, le dépôt également. Si on va avoir de la diagénèse ou du métamorphisme, il nous faut aussi qu'on ait un enfouissement, et cet enfouissement, il sera souvent d'ordre tectonique. Il peut être permis par la tectonique. Si on n'a pas un bassin qui est subsidant, on ne va pas avoir beaucoup de sédiments qui vont pouvoir être enregistrés dedans, donc on ne va pas avoir un empilement de sédiments, et donc on ne va pas avoir beaucoup de diagénèse. Vous voyez, toute une série de phénomènes comme ça sont liés par ces mouvements de masse de la tectonique. Le magmatisme également, les géologues ont vu que les différents cas qui vont nous permettre d'avoir la fonte des roches, qui sont assez rares sur Terre, sont liés à des mouvements de masse, et donc qui vont se traduire par aussi des déformations tectoniques. La tectonique, donc, en même temps, ce sont des phénomènes, mais en même temps, c'est l'étude des déformations subies par les roches. Donc, ces déformations, elles peuvent être de trois natures, on va dire ça. Elles peuvent être élastiques, cassantes ou ductiles. Les déformations élastiques sont les seules dans celles qu'on va voir ici qui ne sont pas permanentes. C'est-à-dire que si vous appliquez une contrainte, une force, vous allez avoir une déformation. Et quand vous faites disparaître cette contrainte, la déformation disparaît et l'objet, la roche, reprend sa forme de départ. Les deux autres déformations sont dites permanentes. Ça veut dire que même si vous arrêtez la contrainte, vous allez garder une trace de la déformation dans la roche ou dans l'objet. Si c'est cassant, c'est une déformation qui est discontinue. Ça veut dire que vous avez par exemple ici une roche non déformée, hop, une cassure, puis non déformée. Donc l'endroit, la zone où il y a une déformation, c'est très très bref, c'est tout à fait discontinu. C'est une déformation ductile, vous avez ici une couche de roche, puis elle est plissée comme ça. Et donc là, vous avez la déformation qui est distribuée sur une zone plus importante. On appelle ça une déformation qui est plus continue, on peut la suivre si vous voulez de proche en proche. Donc voilà ce qu'on va voir pour aujourd'hui. On va d'abord s'attarder sur quelques slides, il y en a trois, sur les contraintes. Donc qu'est-ce que c'est que des contraintes? Ce qu'on appelle finalement les forces qui vont s'appliquer sur les roches et les forcer à se déformer. Ensuite, on va voir ces différents types de déformations, ces différents contextes, élastiques, cassants et ductiles. Car c'est difficile à croire, mais une roche, quand elle subit une contrainte, va avoir aussi des déformations élastiques, cassante et ductile. Souvent, les trois existent ensemble, mais dans des proportions qui sont fort différentes. Et donc, quand vous tapez avec votre marteau sur un calcaire, il est difficile de croire qu'il y a là-dedans une des parties de déformation qui est élastique et ductile, parce que l'essentiel, l'immense majorité de la déformation que vous allez générer est cassante. Mais on va voir qu'en profondeur ou à grande échelle, cette proportion
de cassant par rapport aux autres va devenir plus faible, et donc on peut à ce moment-là créer des déformations tout à fait différentes que celles qu'on pourrait voir à la surface en tapant sur une roche avec son marteau. Mais d'abord, les contraintes. Donc il est mis un rappel pour le géologue, parce que les géographes n'ont pas vu ça, c'est la différence entre ce qu'on appelle une pression statique et une pression dynamique. Une pression statique, c'est une pression qui est uniforme, c'est-à-dire qui va s'appliquer de la même façon, avec la même force dans toutes les directions. Quand on avait parlé de pression, quand on est à plus grande profondeur, vers la fin de la diagenèse, dans le métamorphisme, on peut parler de pression qui est lithostatique, c'est une pression statique qui est due au poids des roches qui sont situées au-dessus. Ce poids des roches ne va pas s'appliquer uniquement verticalement, mais en fait, à une certaine profondeur, il devient uniforme. Ça veut dire que si vous mettez une petite balle anti-stress, à telle profondeur, elle ne va pas se comprimer comme une crêpe, elle va se comprimer comme une toute petite boule comprimée. L'inverse, non pas vraiment l'inverse, l'autre type de pression, alors si une est statique, c'est elle est uniforme, mais l'autre, elle n'est pas uniforme. On appelle ça, elle est dynamique, elle est orientée. Ça veut dire qu'il existe dans l'espace une direction, il y avait un renard qui passait, une direction de plus forte contrainte par rapport aux autres directions. Ça veut dire qu'il existe un axe de plus forte compression. Et si on se prend perpendiculairement à ça, ben on a une moins forte compression, ou même on pourrait avoir un étirement, par exemple. C'est-à-dire que vous comprimez dans ce sens-là et vous étirez dans celui-ci, et peut-être qu'on l'étire ou on comprime très faiblement dans celui-là. Vous voyez, dans ces trois axes de l'espace, on peut avoir différentes valeurs de ces contraintes, positives ou négatives, et donc là, on a une pression qui est tout à fait dynamique. Ça veut dire qu'elle va avoir un effet au niveau du changement assez important de la forme de l'objet, puisqu'il est comprimé dans une direction, peut-être étiré dans l'autre. Ça, eh bien, ces pressions statiques et dynamiques, quand on va parler de roches en profondeur, c'est ce qu'on va appeler les contraintes tectoniques. Et il est possible de visualiser ces contraintes avec une ellipse. Encore une fois, on prend les trois directions de l'espace. Si les trois valeurs sont les mêmes, vous avez une pression qui est statique et vous avez ici, c'est le cas qui est situé tout en haut, vous avez donc l'ellipse des contraintes est une boule. Attention que là, ce qu'on vous montre, c'est l'ellipse des contraintes. C'est-à-dire que la longueur de chacun des axes, c'est la force de la contrainte. Ce n'est pas la forme que prendrait l'objet s'il était comprimé. D'accord? Vous pouvez aussi avoir ici des pressions là qu'on va appeler dynamiques, dans lesquelles il y a des pressions qui sont plus fortes dans une direction que dans une autre. On peut avoir juste ici un axe fort qui comprime très fort, tandis que les deux autres sont isotropes. Donc deux axes, deux avec une compression similaire et une qui comprime plus fort. Ou alors, où les trois sont différents, nécessairement. Qui devient alors là totalement anisotrope. Vous voyez également ici dans la partie droite du graphique l'effet que ça peut avoir. Hein. Si vous comprimez, par exemple, on a un cylindre de roche, on peut faire vraiment des tests en laboratoire. C'est très fréquent pour comprendre comment ces phénomènes-là se passent sur des calcaires, sur des roches métamorphisées, etc. Vous avez un cylindre de roche, vous allez le comprimer. Si je vais simplement le comprimer, il va se passer une série de déformations. Si je le comprime alors que j'ai une assez forte pression sur les côtés aussi, qui est plus ou moins isotrope, eh bien, il va se passer deux types de déformations. Et donc ça, c'est très intéressant pour voir en fonction de quel type de cassures vont se former. Vous voyez là, on va avoir dans un cas, on a une pression qui est isotrope hein, sur les côtés et une forte pression verticale. Eh bien, vous allez avoir des cassures qui vont faire plein un peu comme des stylolites en fait. Ce ne sont pas des stylolites puisqu'il n'y a pas de dissolution, mais qui vont vraiment casser comme ceci. Parce que là, quand vous avez toutes les pressions les contraintes qui sont différentes, eh bien, vous allez avoir des cassures qui vont ressembler à des cassures qui vont faire des croix comme ça. Ça, c'est important aussi, ce genre d'études, c'est ce qu'on fait notamment en géologie de l'ingénieur pour aussi comprendre comment, par exemple, des murs, des maisons vont se casser quand il y a un tremblement de terre. Un tremblement de terre, ce sont des contraintes tectoniques qui vont passer par le sol et par les roches.
Et donc les maisons, mais qui sont aussi des solides, vont réagir, et donc elles vont se casser d'une certaine façon en fonction du passage des ondes sismiques. Donc maintenant parlons des déformations élastiques, et oui, il y en a. Donc comme je vous l'ai dit, la déformation élastique, elle va cesser avec la contrainte. Si la contrainte s'arrête, la déformation s'arrête et on reprend sa forme de départ. Euh, un objet qui a beaucoup de déformation élastique, c'est une éponge, par exemple. Vous pouvez la comprimer, c'est très facile, vous pouvez la déformer de façon très intense avec une force pas très importante. Dès que vous relâchez, ça va prendre sa forme de départ. Un élastique également fait la même chose. Les roches aussi. À petite échelle, eh bien, vous avez une série de déformations qui en fait ne vont pas avoir d'effet du tout sur les roches. Et d'ailleurs, on trouve ça bizarre, mais quand on y réfléchit, c'est tout à fait logique. C'est pas que c'est tout à fait logique. Quand on y réfléchit, on en a sûrement déjà vu, on l'a expérimenté des milliers de fois, sans se rendre compte que c'était une déformation élastique. Une onde sismique, un séisme qui passe à travers les roches, ça se propage. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? C'est une onde de compression et de cisaillement qui vont se propager. C'est-à-dire que vous appuyez, ça part dans ce sens-là, ça appuie sur la suivante et vous avez l'onde qui va se propager comme ça. Ça veut dire que vous avez une petite déformation qui se propage et alors qui fait vibrer, cette vibration se propage à travers les roches. Vous prenez la roche avant ou après, une fois que l'onde sismique est passée, vous regardez même en la mince, on ne voit absolument rien. Donc on a là une déformation qui est passée. Comme c'est une déformation qui ne va pas être fort importante, on ne va pas étirer la roche sur des mètres, eh bien là on arrive à rester purement dans la gamme de l'élastique. Ça veut dire que la déformation, une fois qu'elle est passée, n'aura aucune influence sur la morphologie de la roche. De même que les marées terrestres, vous savez qu'il y a des marées dans l'eau, avec le passage de la Lune, qui fait que la Lune va légèrement tirer sur l'eau, donc quand on tire vers le haut, c'est marée basse, puisque les côtes sont tirées vers le centre de la masse d'eau qui est aspirée. Et puis quand la Lune part, ça se réétale. Ça fait ça pour la Terre aussi. Quand la Lune passe, vous avez une masse qui a légèrement attiré le sommet de la croûte. Et ça, c'est au maximum, que je me rappelle peut-être, maximum 1 mètre. Est-ce que je l'ai mis ici? Non. Non, 30 à 40 cm, j'ai des copions parfois. 30 à 40 cm d'épaisseur sur une très très grande distance et donc on ne le sent pas du tout, on ne le voit pas et c'est tout à fait élastique. Alors à plus grande échelle, il y en a une probablement que les géographes ont déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la flexure et le rebond isostatique, hein, qui sont des rééquilibrages lents sur plusieurs milliers d'années et c'est dû à quoi? C'est dû au glacier. Comment ça se passe? Donc, vous avez la Terre qui entre dans une phase froide et à un certain endroit va grandir un inland 6, donc une très très grande masse d'eau finalement gelée. C'est une masse tellement importante elle va avoir un effet sur la lithosphère qui va légèrement ployer, va plier pour avoir un équilibrage de cette nouvelle masse qui arrive. Et vous allez avoir donc un pli dans la lithosphère et un fluage du manteau. Donc vous avez toute cette zone-là finalement qui va faire un creux pour accommoder cette grande masse d'eau qui se retrouve maintenant à cet endroit-là. Comme vous savez, les changements climatiques, ça peut se passer assez rapidement, en tout cas à l'échelle des temps géologiques. Et donc vous pouvez très bien avoir des moments où un inland 6 va disparaître. C'est-à-dire que cette masse importante d'eau va finalement disparaître. Et donc vous allez avoir toute cette partie-là qui a été pliée qui va remonter. C'est ça ce qu'on va appeler le rebond isostatique. Ça veut dire que pour se rééquilibrer, tout ça va remonter. C'est ce que ces déformations étaient finalement de faible ampleur sur la largeur de la zone affectée, évidemment. Et donc on était toujours dans le cas de déformation élastique. Donc le manteau va revenir et la lithosphère va se remettre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des zones évidemment, qui sont toujours en train de remonter, même si l'inland 6 a disparu depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ce rééquilibrage, il est lent, il met beaucoup plus de temps que les fluctuations des climats. Donc l'inland 6 a complètement disparu depuis un bout de temps, depuis des milliers d'années. En gros, le plus dernier maximum glaciaire, c'est de moins 10 000 ans.
Et la partie est seulement en train, la partie de la Terre là est en train seulement toujours de remonter. Et donc vous avez dans la partie basse du graphique ici, vous avez le soulèvement en mètres de toute la partie ici de la mer Baltique qui portait un grand Inland 6 hein, jusqu'au dernier maximum glaciaire. Et donc, comme s'il a disparu, ben, c'est toujours en train de remonter. Donc, toute cette partie-ci, là, au centre, est déjà remontée de 200 mètres depuis les derniers 6000 ans à cause de ce rebond isostatique, qui est une déformation donc purement élastique. C'est aussi ce qui nous amène le cœur des montagnes à la Florence, ce qui est vraiment super pratique pour les géologues, c'est que vous avez une montagne, rappelez-vous, une montagne, on a fait une première approximation, déjà c'est un empilement de couches de roches charriées, plissées, faillées. C'est une sorte de plein de crêpes de roches les unes sur les autres qui sont toutes cassées. Des crêpes cassées empilées. C'est aussi se rééquilibrer. C'est une grosse masse cristal qui va se rééquilibrer. Donc il y a une partie qui dépasse et une grande partie qui est en profondeur. Si vous érodez sans arrêt, vous altérez le sommet des montagnes, eh bien vous enlevez de la masse et donc vous avez un rééquilibrage qui fait que la montagne remonte légèrement, elle se rééquilibre par rapport au reste. C'est-à-dire que si vous attendez suffisamment longtemps, c'est-à-dire plusieurs centaines de millions d'années, eh bien vous allez voir progressivement vous éroder le dessus de la montagne grâce à tous ces processus qu'on connaît sur Terre d'érosion et d'altération. Et donc progressivement, vous avez la racine de la montagne qui remonte également. Et tout en se faisant décaper ici, donc ça remonte, ça remonte, ça remonte, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certaines chaînes de montagne, les très anciennes chaînes de montagne, on a vraiment le cœur de la chaîne, avec tous les granites dedans, d'Anatexie, qui sont là disponibles à la Fleuremance. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans l'Atlas au Maroc. La route se promène, et on est en plein dans le cœur d'une chaîne de montagne, c'est tout à fait extraordinaire. Donc il y a aussi là-dedans une partie de déformation élastique, cet accommodement de la masse, ce rééquilibrage, eh bien, il est élastique et il permet aussi donc de montrer des cœurs de chaînes de montagne aux géologues avec leur marteau. Et les géographes peuvent les taper avec leur marteau aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'exclusive. Mais c'est à peu près tout ici ce que je voulais vous parler pour les déformations élastiques, il n'y en a pas tant que ça. Et l'essentiel des déformations dont on va parler en géologie, bien sûr, ce sont les déformations qui sont permanentes, qui sont les cassantes et les ductiles. Donc, nourriture, comme d'habitude. Avant de commencer avec le cassant, parlons de la nature et du mécanisme de la déformation permanente. Donc, comment ça se passe? Si vous prenez un carambar, il est très froid, vous allez l'acheter en hiver quelque part, et vous revenez en vélo et vous roulez 2 heures pour rentrer chez vous. Le carambar, il est super froid. Vous le prenez, tac, il va casser d'un coup. En fait, en faisant ça, il va d'abord avoir une déformation qui est élastique, puis une déformation ductile, puis une déformation cassante. D'abord, on a une déformation qui est élastique, ça veut dire que vous allez avoir une déformation qui est permanente, seulement quand on a dépassé les contraintes, la limite pardon, de résistance élastique du matériau. Donc d'abord c'est élastique, puis après c'est ductile et puis c'est cassant. Et en fait ce qui se passe c'est que la limite pour passer d'abord élastique du non permanent vers le permanent, et puis du cassant vers le ductile, ça va être la fonction de la composition minéralogique, de la quantité de liquide et des conditions de pression et de température. Et donc ce que je vous ai parlé ici avec le carambar, c'est la température et la pression. Si maintenant vous achetez le même type de carambar avec le même goût, c'est-à-dire que la composition n'a pas trop changé, vous l'achetez en plein été, en pleine canicule, hein, et vous le mettez sous votre bras, dans votre dessous de bras pour le rapporter chez vous. Quand vous allez rentrer, vous allez pouvoir le prendre. Une bonne partie est élastique, si vous lâchez, il va revenir un petit peu, mais il va rester plié. Donc il y a une déformation élastique plus importante et il y a une déformation ductile qui est immense maintenant. Ce matériau, vous pouvez même tirer dessus comme ça, il va s'allonger. Pourquoi? Parce que là, la condition de température a changé. C'est un matériau qui va très rapidement
augmenter sa teneur sa possibilité de déformation ductile avec de la chaleur. Donc vous avez changé peut-être de 30 degrés le matériau, ce qui n'est pas tant que ça finalement, et son comportement est totalement modifié. Donc les roches vont aussi montrer des comportements comme ça, mais il va falloir les chauffer très fort. À cause de ces fluctuations des comportements en fonction de l'endroit où on se trouve, finalement de la pression de la température, bien, en surface, les processus sont essentiellement cassants. Vous vous promenez avec votre marteau, vous tapez sur une roche, il vous est difficile de croire qu'elle a un comportement qui est d'abord élastique, puis ductile, puis cassant une fois que votre marteau atteint dessus. Donc en fait, si vous tapez comme ça, si vous voyez au super ralenti ce qui se passait, le marteau arrive, au moment où ça touche la roche, il y a une déformation qui est élastique. Puis après, c'est ductile, ça a un tout petit peu plié, puis directement après, ça fait une fracture qui passe. Donc si on arrivait vraiment à voir cette microseconde, on verrait ces différentes choses. Mais c'est pas plus que ça, hein. Directement, dès que vous tapez, les fractures se génèrent, vous avez des cassures, donc de la déformation qui est cassante, qui va se propager dans la roche. Donc en surface, les roches nous apparaissent solides et cassantes. Et c'est vraiment dans l'inconscient, je veux dire, quand on parle de roche, on voit quelque chose qui est effectivement solide et cassant. Mais en fait, il va falloir apprendre, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est que en profondeur, les roches peuvent avoir un autre comportement. Puisque les pressions et les températures sont bien plus élevées, bien elles vont se comporter plutôt comme des carambars chauffés, donc elles vont avoir la capacité de se plisser, de s'étirer, etc. Donc en profondeur, on va avoir un domaine ductile qui est bien plus marqué qu'en surface où le domaine cassant est totalement dominant. Donc comment est-ce que ça se passe en fait une déformation ductile? C'est assez particulier de se dire que si j'appuie comme ça, mon matériau va partir dans ce sens-là. Comment est-ce que ça peut se passer? Donc ce sont toujours des déformations à l'état solide, hein. Vous avez ici une contrainte principale, on voit le minéral de départ qui est en tireté, et alors finalement on va avoir une partie du matériau qui va fluer, on va avoir des mouvements, hein, de masse sous une pression dynamique qui va faire que la forme comme ça va changer. On peut aussi avoir des migrations d'atomes. Une petite pression de dissolution, celui-là va se dissoudre et hop, passer et cristalliser de l'autre côté. Donc vous avez un truc comme ça qui va s'étirer simplement avec des pressions, avec des dissolution et recristallisation. Là, on n'est plus vraiment à l'état solide. Enfin, l'essentiel reste solide, mais une petite partie va, comme ça, va diffuser, va migrer. Mais on peut aussi altérer le réseau cristallin. Ça veut dire qu'il est possible, si on appuie comme ça, ben, le réseau cristallin, c'est comme une maille, si vous voulez, qui va lier tous les atomes. Et en fait, vous pouvez décaler ces mailles ensemble. Donc, c'est tout un paquet de mailles qui peuvent se décaler et se recoller juste une longueur de maille plus loin. Donc, ça reste solide et vous avez comme ça cette petite partie comme ça, qui va se décaler. Et donc, ça, il y a une expérience très extraordinaire que m'avait fait le professeur Frédéric Attert quand j'étais étudiant. C'est que si vous avez un cristal de calcite avec et un cutter, en appuyant à un endroit bien précis, assez fort, vous pouvez forcer ce décalement. Il me l'avait fait, je trouvais ça vraiment génial. Je ne sais plus comment on le fait, il faut lui demander, mais il y a moyen et c'est possible de le forcer en live. En profondeur, avec très grande pression, très grande température, c'est plus facile, ça se passe de façon plus fréquente et vous pouvez avoir des déformations comme ça assez marquées de cristaux. Mais rappelez-vous, il y a les conditions de pression de température qui ont changé, mais aussi le domaine cassant, ductile va aussi dépendre de la composition minéralogique. Or, si vous savez, si vous mettez dans votre jardin et vous forez très très fort, très très loin, ce qui est impossible, enfin, c'est presque pas possible, vous allez rencontrer des roches qui sont de nature différente, hein. Il y a une grande chance que vous rencontriez des roches qui seront sédimentaires pendant un bout de temps, avant d'atteindre plus loin, plus vers la base de la croûte, et puis peut-être même si vous forez super loin, vous allez peut-être atteindre le manteau, qui est composé de roches tout à fait différentes, de péridotites. Et donc, en fait, en passant par ces différents types de minéralogie, vous allez en fait passer par des comportements différents qui sont différents en fonction des conditions de pression de température. Donc, si on est dans la croûte, on a vraiment d'abord le quartz qui va dominer, parce qu'on a vraiment beaucoup de roches sédimentaires qui sont détritiques, hein. Par contre, le quartz devient ductile vers 300 degrés seulement. Il ne faut pas le chauffer très fort pour qu'il commence à pouvoir se comporter de façon ductile, se plisser.
Donc ici, dans le graphique, ils ont mis fragile pour dire cassant. C'est pas très malin, mais c'est comme ça. Donc on est cassant, puis on passe en ductile, mais après, on arrive ici une petite zone où là, on a beaucoup plus de feldspath, en fait, que de quartz. Et donc là, en moyenne, en majorité, ben, on redevient cassant. Pourquoi? Parce que le feldspath, il n'est pas encore ductile à cette profondeur-là. Il va falloir aller plus loin, plus profond, plutôt là vers 800 degrés, pour que un peu moins de 800 degrés, pour que le feldspath devienne ductile. Et donc, on retrouve un domaine ductile ici. Donc, vous avez cassant, ductile, cassant, ductile. Ça, c'est dans la croûte, en moyenne, hein. Ensuite, on passe dans le manteau, où là, ce sont des péridotites qui vont dominer avec de l'olivine, et les péridotites ne sont ductiles que vers 1200 degrés. C'est que vous allez d'abord avoir un nouveau du domaine cassant, et puis seulement ductile. D'accord? Donc, avec une fluctuation simple, on avait essentiellement des grès, des siltites, puis des feldspaths, hein, qui vont peut-être faire, si on a des granites, et puis après les péridotites. Donc, on aurait en gros, si on va prendre ça avec le cas simple, des grès, des granites, ça c'est votre croûte, et puis des péridotites. Donc, si on a cette succession super simple, qu'est-ce qu'on aurait comme une succession au niveau des comportements tectoniques? On aurait cassant, ductile, cassant, ductile, cassant, ductile. D'accord? Donc, vous voyez que ça commence à devenir plus compliqué. Si j'ajoute de plus en plus de couches différentes, si j'ai des calcaires aussi, si j'ai plus ou moins de granit, si j'ai peut-être du manteau un peu bizarre aussi à certains endroits, ben, ça peut devenir franchement plus compliqué. Mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant, nous on reste dans le cas simple parce qu'on apprend les débuts de toute cette histoire-là. Et c'est parti, enfin on peut commencer le comportement cassant. Donc les comportements cassants, elles sont discontinues. Pourquoi? Parce elles vont isoler des blocs indépendants qui eux-mêmes ne sont pas déformés. Donc une faille, le plus connu peut-être des déformations cassantes, eh bien, ce sont des fractures fermées. C'est-à-dire qu'on a deux blocs qui sont séparés par une discontinuité. Ce sera cette fracture. Cette fracture, elle est fermée. Ça veut dire que les deux côtés, les deux épontes de la fracture sont jointifs. Ils ne sont pas ouverts. Alors, on voit ces morceaux-là. Et il y a eu un mouvement. C'est que chacun des blocs a bougé l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est la définition qu'on donne d'une faille. Donc voilà ici une faille très facile à voir. Donc vous avez qui est la résultante un séisme, hein, de magnitude 7,5 qui a eu en Nouvelle-Zélande en novembre 2016. Donc vous voyez ici, il est très facile à voir, parce que les routes sont totalement décalées grâce à cette faille-là. Vous avez comme ça la faille qui a joué. La maison était exactement sur la faille, donc elle a tourné, si vous voulez. Elle avait une partie de la maison sur un des blocs et l'autre partie sur l'autre, et donc en faisant ça, la maison a tourné. C'est grâce à ça qu'on s'est dit que c'était une faille dextre, mais je vous en parlerai plus tard. Ce qu'on appelle des diaclases, vous avez sans doute déjà entendu parler du terme aussi, mais ce sont des fractures fermées mais sans mouvement. Donc vous avez les deux blocs qui sont séparés par la fracture, mais il n'y a pas eu de mouvement entre les blocs, c'est juste une cassure, sans mouvement. Donc ici, ça c'est dans une carrière de calcaire à Tournai, enfin à Vaud, dans l'ouest de la Belgique, qui est tout près de Tournai. Donc vous avez cette grande faille-ci. Ça, c'est bien une faille, un mouvement de, je vais calculer plus ou moins 100-150 mètres dans ce sens-ci. Et toutes les autres petites cassures que vous voyez là, ce sont des diaclases. Donc des cassures sans mouvement. Ça n'a pas isolé deux blocs qui ont bougé l'un par rapport à l'autre, ça a isolé deux blocs qui n'ont pas bougé l'un par rapport à l'autre. Ce qu'on appelle une fente, c'est une fracture qui n'est non pas fermée, mais qui est ouverte. Ça veut dire qu'on va avoir, comme ceci par exemple, on va avoir deux blocs qui sont légèrement séparés. Il n'y a pas eu de mouvement comme ça, mais ça peut être cristallisé à l'intérieur. Donc des fentes, on va voir ça en domaine, pardon, extensif. Si on tire sur une roche par exemple, on va avoir des fentes, on ne va pas avoir des fractures qui sont bien plates, mais on peut avoir des fractures qui sont ouvertes, des fentes ouvertes. Ici, on ne voit pas de mouvement non plus entre les blocs, mais c'est dû au régime extensif. C'est en fait le graben de Corinthe en Grèce, hein. Si vous allez d'Athènes vers le Péloponnèse, vous allez passer par le graben de Corinthe. Et donc, il y a un bon petit resto à Poissonnier là juste à côté qui est très 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 bon.
Et alors pour digérer en baladant, ben, j'ai repéré là ces fentes ouvertes ici, qui sont non minéralisées. Il y a pas de sel qui cristallise dedans, mais c'est un autre problème. Voici toute une série de fentes qu'on peut obtenir non pas avec un régime purement extensif, mais avec du cisaillement. Si vous cisaillez votre roche comme ceci, eh bien en fait, entre cette direction de cisaillement, le centre ici va comme s'étirer comme ça en tournant. Et ça va vous ouvrir des fentes qui vont avoir une forme comme ceci, comme un ovale pincé. On peut avoir des directions comme ça qui peuvent même se croiser aussi avec des stylolites. Ça nous indique des choses tectoniques assez complexes. Et là, on voit ici bien des fentes en échelon, on appelle ça, qui nous indiquent une zone de cisaillement. C'est qu'elles sont placées comme ça, chaque fois les unes légèrement au-dessus des autres. Ça, c'est vraiment un bon indice pour repérer comme des fractures qui sont en train de s'opérer, mais qui font juste d'abord ouvrir des petites fentes comme ça, peut-être avant. Alors, si c'est plus fort, ben, peut-être tout casser et arriver à sectionner. Donc, on voit ici, c'est ce qui est mis là. Vous avez là donc un cisaillement, ça force sur la roche, ça ouvre des petits creux dedans. Et puis après, ici, cette zone-ci, là, on a la faille qui s'exprime. On a les deux blocs qui finissent par casser vraiment là, sur une grande faille en longueur. Ouais, alors ça peut bouger. Mais d'abord, ça va ouvrir des fentes dont les blocs là, celui-là et celui-là n'ont pas bougé l'un par rapport à l'autre. Il existe une nomenclature qui est relative aux failles. C'est tout un tas de mots pour décrire, ben, le plus facile, pour décrire la morphologie d'une faille. C'est vraiment purement descriptif, hein. Vous avez probablement vu ces mots lors des travaux pratiques. Donc, ce qu'on appelle le rejet, c'est la distance relative du déplacement d'un bloc par rapport à l'autre. Donc vous avez deux blocs qui étaient jointifs, ils vont se déplacer peut-être comme ça. Mais le rejet, c'est vraiment le déplacement relatif de l'un par rapport à l'autre. Ça ne dit pas que lequel est passé au-dessus, en dessous duquel, plus loin, etc. C'est juste maintenant, après la faille, voilà, ils sont séparés d'autant de mètres. Ça, c'est le rejet. Ça va du centimètre au kilomètre, à plusieurs centimètres, à plusieurs kilomètres. Maintenant, comme n'importe quel vecteur dans l'espace, ben, on peut le décomposer, hein, selon trois composantes qui sont orthogonales, c'est le rejet vertical, horizontal et latéral. Alors, c'est illustré ici. Donc vous avez là on voit le rejet. Donc vous avez en fait les deux points F et F' étaient jointifs fut un temps. La faille fait qu'ils ne sont plus jointifs maintenant, et donc la distance qui sépare F et F', ça c'est le rejet. Et vous voyez ici dans la partie là qu'on peut en fait transformer ça en une série de composantes dans toutes les directions. Lequel est le rejet horizontal, latéral et vertical. D'accord? Je prends du café parce que je baille trop, désolé. Ce qu'on appelle le jeu d'une faille, c'est le mouvement le long de la faille. Donc là, on dit que la faille a joué. On peut avoir dans certains cas, après une période de stabilité, donc on a eu la faille qui s'est formée, et bien pendant peut-être 200 millions d'années, rien ne va changer. Et puis la région va à nouveau subir des contraintes tectoniques qui vont peut-être appuyer dans un sens un peu différent, dans une direction un peu opposée. Et la faille, qui était une zone de faiblesse, qui l'est toujours, peut rejouer. Ça veut dire qu'elle peut à nouveau être utilisée par les contraintes tectoniques pour accommoder de la déformation. Ça peut aller dans le même sens, ça peut aller revenir dans l'autre sens. Donc une faille qui était normale peut avoir rejoué en étant inverse, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le rejeu. Dès le moment où vous avez une faille qui est inclinée par rapport à la verticale, vous pouvez parler de ce qu'on appelle un mur et un toit. Vous avez ici la partie, le mur, et un toit qui peut venir au-dessus ou en dessous. Le toit peut venir au-dessus du mur ou alors s'effondrer en dessous si vous voulez. C'est une des façons qu'on peut utiliser pour arriver à dire si une faille est normale ou inverse. Ce n'est pas ma favorite, mais on verra ça plus tard. Quelques mots d'abord sur ce qu'on appelle les grandes failles. Vous avez ici une grande faille, probablement la plus connue des failles du monde, c'est la faille de San Andreas, qui est une grande faille ici, qui va jouer en cisaillement, comme ça.
et qui va séparer la plaque pacifique de la plaque nord-américaine. Donc, normalement, deux plaques qui se cisaillent l'une par rapport à l'autre, et alors ça se fait le long d'une faille, qui est la faille de San Andreas. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas en fait une seule faille. Ça n'existe pas une grande faille qui va couvrir des dizaines de kilomètres. C'est toujours en fait un ensemble de plein de failles qui vont accommoder une déformation qui peut être, elle, à très grande échelle et en incorporant des blocs de très très grande taille. Si les blocs en jeu, ce sont en fait deux plaques tectoniques. Et donc vous voyez qu'en fait ça va s'accommoder en étant toute une série de failles qui vont en fait se relier les unes aux autres par des zones parfois même un peu plissées, un peu particulières que vous verrez là en cours de master, normalement avec Olivier Boll. Donc ce sont en fait des zones qui peuvent faire des dizaines de kilomètres, mais ce n'est jamais une seule faille. Ce sont des zones complexes avec plein de fractures dedans qui vont en fait ensemble créer un grand mouvement. Vous avez aussi une vidéo qui vous illustre un peu tout ça aussi. Donc selon la géométrie du plan de faille, comment est le plan? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est oblique? Est-ce qu'il est couché? En fonction des composantes du rejet, est-ce que j'ai un rejet latéral qui est bien plus important ou un rejet horizontal bien plus important que les autres? Et en fonction de la présence ou absence de déformation ductile, et en utilisant ces trois critères-là, je peux reconnaître toute une série de failles. On peut vraiment nommer les failles en utilisant ces trois critères-là. Ces combinaisons entre ces trois critères nous permettent de reconnaître plusieurs types de failles. Donc, premièrement, peut-être les plus, pas forcément les plus simples, mais celles qui viennent le plus rapidement à l'esprit sont les failles normales et inverses. Donc, ça ne s'applique que pour des failles dont le plan est oblique, hein. Le plan de faille est oblique par rapport à la surface. Donc, il y a plusieurs façons. Vous pouvez voir en fonction du mur et du toit. Moi, j'ai une façon que je trouve beaucoup plus simple pour arriver à faire la différence et gagner à tous les coups. Vous devez vous dire, essayez d'imaginer, vous voyez la faille maintenant, et vous essayez d'imaginer comment les deux blocs étaient précédemment. Donc essayez d'avoir le point F et F' qui se replacent, qui sont jointifs. Donc vous avez le bloc de départ, et puis vous voyez ce que vous avez la résultante. Si pour avoir la résultante vous avez dû comprimer, vous avez une faille inverse. Si pour avoir la résultante vous avez dû étirer, que ça glisse comme ça l'un sur l'autre, vous avez une faille normale. Donc si ça correspond à une extension, c'est une faille normale. Si ça correspond à une compression, c'est une faille inverse. Vous avez ici des exemples. Vous avez là donc une sorte de gros parallélépipède rectangle qui s'est fait failler. Donc essayez de revoir comme un parallélépipède rectangle. Vous voyez que pour la normale, en fait, si on tire sur les bords, le milieu va glisser, va tomber dans l'espace qu'on a créé. On a bien une extension, on a bien des failles normales. Dans le cas précédent, vous voyez qu'on avait le bloc. Pour que les deux parties comme ça là remontent ou alors que celle d'en dessous descende, peu importe, vous avez dû appuyer dessus. On réduit l'extension latérale de ce bloc-là. Donc on appuie dessus pour qu'il soit comprimé et on va avoir ce genre de forme. D'accord? Donc voilà ici un petit slide avec vous avez un niveau ici en jaune, hein, donc les deux points étaient jointifs. Donc vous avez là le point, si on veut, AF, et là ici le point F' qui était jointif. Maintenant ils sont séparés, donc vous avez un rejet horizontal et un rejet vertical. Le rejet latéral, on ne sait pas puisqu'on a juste une tranche, donc on ne sait pas si les deux blocs ont bougé aussi peut-être de 200 mètres l'un par rapport à l'autre dans ce sens-là, ça on n'en sait rien. Donc là, on voit que si on met les deux niveaux jointifs, on voit que maintenant ils sont comme ça. J'ai donc dû étirer pour que ça se passe, pour que le bloc glisse comme ceci. J'ai une extension, j'ai donc une faille normale. Ici, ça c'est dans le calcaire de Porto Venere à la Spezia, qui est un très très bel endroit en Ligurie. Vous avez ici, on voit la fracture là qui est horizontale, mais les couches sont inclinées. Vous avez donc ici un passage entre des calcaires fort blancs et des calcaires plus foncés. Les deux points ici étaient jointifs, mais là ils sont séparés. Vous voyez que pour avoir ça, j'ai dû comprimer. On va ce morceau-ci qui va remonter, l'autre qui va descendre par rapport à l'autre. J'ai une compression, j'ai donc une faille inverse. Ici, juste pour vous montrer, c'est un petit morceau comme ça de grès de Dakota du Sud aux États-Unis.
Oui, c'est des failles qui peuvent avoir des toutes petites tailles. Là, on a plein de petits blocs comme ça qui sont isolés par plein de micro-fractures, micro-failles. Ce qu'on appelle des failles décrochantes, ce sont des failles qui sont assez redressées, quasiment droites par rapport à la surface. On a un rejet latéral qui est dominant, donc vraiment deux blocs comme ça qui vont coulisser l'un par rapport à l'autre. On va en voir dans plusieurs cas, et aussi quand ça va affecter une ride océanique, là on parle de failles transformantes. On verra dans la suite du cours sur la dynamique globale, sur les derniers cours, que en fait, c'est pas vraiment une faille transformante. Ça ressemble très fort, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc, ce qu'on appelle les failles transformantes, probablement ce ne sont pas des failles en fait. Mais bon. Failles décrochantes, on va retenir qu'on peut avoir des dextres ou des sénestres, comme on peut avoir des failles normales ou inverses. Dans les décrochantes, on peut avoir dextres et sénestres. Et c'est super facile pour faire la différence. Oui, donc ici le graphique n'est pas top, mais vous avez ici donc deux blocs qui vont vraiment coulisser l'un par rapport à l'autre. Ce qui fait que si vous faites une tranche, maintenant si vous tranchez ici, comme ça, par exemple, bon, on va avoir deux blocs, donc vous avez votre tranche devant vous, on a deux blocs en fait, mais qui avant étaient non, ils étaient séparés comme ça. Et là, ils se retrouvent, ils ont été totalement décalés l'un par rapport à l'autre. Donc vous avez devant vous une face de blocs qui ne correspondent pas les uns aux autres. Vous avez ici, on voit vraiment des couleurs différentes parce que c'était des environnements différents qui maintenant sont devenus jointifs. Donc ce que je faisais quand je donnais cours en présentiel, je prenais mes chaussures. Je ne trouve pas de mes chaussures ici. Ah si, voilà. J'ai trouvé d'horribles pantoufles. Donc, admettons, on avait ici des environnements, hop là, comme ceci, qui sont maintenant en roche. On avait ici par exemple une forêt, là une plage, et ici on avait un lagon putride. Je vais avoir une faille transformante qui va affecter ces deux blocs-là. On va se retrouver comme ça par exemple. Ça veut dire que si maintenant je fais une coupe dans les roches ici, que j'ai maintenant mis l'une par rapport à l'autre, c'est vraiment pas facile. J'essaie vraiment de faire le maximum pour vous. Si je fais une coupe comme ça, je vais me retrouver avec là une roche qui m'indiquait un dépôt dans une forêt. Et juste à côté, vraiment, juste de l'autre côté de la faille, j'ai les dépôts du lagon putride, donc des schäls noirs par exemple. Et ça, c'est vraiment typique d'une faille décrochante. Vous avez vraiment deux environnements, deux anciennes zones qui étaient avant distantes, mais à cause de la faille se retrouvent l'un à côté de l'autre. Donc si vous avez une coupe devant vous, vous voyez vraiment deux morceaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont simplement maintenant collés l'un à l'autre, juste jointifs à cause de cette faille décrochante. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les sénestres et les dextres? Eh bien, vous allez imaginer que vous allez conduire une voiture. Donc encore une fois, il faut réimaginer les deux blocs dans leur position de départ. Et alors, vous mettez comme si vous aviez votre volant. Vous avez une main sur un bloc et l'autre main sur l'autre. Et ensuite, vous faites le mouvement avec vos mains des deux blocs. Et si vous aviez un volant, où est-ce que vous tournez? Donc voilà, vous vous mettez devant le bloc avec la sénestre. Voilà, j'avais mes blocs comme ça. J'ai celui-là qui descend, celui-là qui monte. Si je fais ça avec mon volant, je tourne à gauche. C'est une faille sénestre. Si je me prends l'autre, j'ai mes deux blocs comme ça. Celui-là va descendre, celui-là va monter. Où est-ce que ma voiture tourne si je fais ça avec mon volant? Elle tourne à droite, c'est une faille dextre. Ça marche à tous les coups. Ici, on se passe sur le C. Je mets mes mains, je descends là, je fais comme ça. Sénestre. Vous dites, oui, mais si on met dans l'autre côté, mais vous pouvez faire l'essai. Vous vous retournez. Je tourne à gauche aussi. C'est une sénestre. Ça marche. Alors, je vous avais dit qu'il fallait peut-être aussi incorporer les petites déformations ductiles qu'on pourrait avoir. Et là, c'est ce qu'on va appeler maintenant ici, c'est ce qu'on appelle les plis failles et les crochons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des petits plis inclinés. Euh, Non, les crochons, pardon. Les crochons sont vraiment des tout petits plis qui vont se marquer en bordure de fracture.
Et ce qu'on appelle un pli faille, là c'est ce qu'on a vu en terrain à Tilf avec les géologues, c'est un pli qui est souvent assez incliné, mais ça dépend des fois, qui peut en fait, se briser en fractures quand les contraintes sont trop importantes. Donc on arrive finalement qu'il se plie, donc ça veut dire qu'on était en domaine là ductile. Mais si les contraintes sont trop fortes, on va quand même passer en domaine cassant à un moment, et hop, la faille se fait après. Donc d'abord c'est plissé, puis c'est cassé. Donc voilà des exemples ici. Vous avez là un très très beau pli faille. C'était proche de la région de Flims en Suisse où il y a un immense glissement de terrain. Il faut vraiment aller voir ça, c'est vraiment extraordinaire aussi. Donc vous avez toute une série de plis d'ailleurs à petite échelle et à grande échelle. Ici ça s'est plissé, puis ça a fini par se fracturer. On voit ici une fracture bien marquée. Et ici, vous avez des plis failles dans le Silurien de la vallée de la Semois. Bon, c'est moins exotique, mais c'est pas mal aussi. Il y a moyen de faire des belles balades dedans. Vous avez une fracture ici, une faille qui s'est en fait minéralisée a posteriori, hein. Tout ça, c'est du silurien, donc ça a été fort transformé, ça a été fort dégénétisé, voire un peu métamorphisé. Un peu métamorphisé. La fracture a joué et en plus on a une petite déformation élastique, pardon, ductile qui est marquée ici avec, si on suit les couches, on voit elles sont légèrement recourbées vers la faille, ça c'est des crochons. Ce qu'on appelle des failles de charriage, c'est vraiment fort important pour comprendre la tectonique et les structures de chaînes de montagne. Ce sont en fait des failles inverses, essentiellement. Ça rentre dans la gamme des failles inverses qui sont couchées, donc le plan n'est pas juste un peu oblique, elles sont vraiment comme ça. Donc vraiment avoir des zones qui vont se chevaucher l'une l'autre, et c'est à grande amplitude. Donc des failles inverses, couchées, de grande amplitude, c'est ce qu'on appelle des failles de charriage. Donc on a une composante horizontale qui est extrêmement marquée. Et donc on parle vraiment de nappe, une grande nappe qui va venir recouvrir une autre. Donc une nappe qui est alloctone, qui vient d'ailleurs, qui vient recouvrir une nappe autochtone qui n'a pas trop bougé, en théorie. Donc voilà à quoi ça peut ressembler après en faisant une carte géologique, à quoi ça peut ressembler donc après érosion, après altération, après passage de rivière, etc. Vous avez la faille de charriage donc, qui a amené une nappe alloctone sur une nappe autochtone, ici donc alloctone en gris clair, autochtone en gris foncé. Donc vous voyez, ce sont des plis un peu différents qui les ont affectés, qui ne sont pas aux mêmes endroits, etc. On a vraiment une couche qui s'est fait plisser, failler, et une autre aussi, puis qui vient ça l'une sur l'autre, et maintenant voilà, elles ont été charriées sur l'une l'autre. En fonction des processus et de l'intensité des processus d'érosion et d'altération, mais vous pouvez par exemple à un certain endroit, vous avez une surérosion, peut-être qu'il y a une chute d'eau, etc., qui va vraiment éroder très fort à un endroit, et vous pouvez avoir ici un endroit où vous allez totalement éroder la nappe alloctone. Ça veut dire qu'elle est tellement érodée qu'en fait vous voyez à travers, elle a été comme percée, et donc vous voyez en dessous l'autochtone. Ça, c'est ce qu'on appelle une fenêtre. On a une fenêtre très 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 célèbre, pas très loin d'ici, c'est la fenêtre de Theux. Hein, si vous arrivez, vous allez voir, on arrive à Theux, c'est une grande dépression, on descend très très fort, mais en fait c'est l'érosion et l'altération qui ont permis de creuser comme ça cet endroit-là, et on arrive en fait là, on a une fenêtre, c'est-à-dire qu'on arrive dans les roches au fond de la fenêtre, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'autochtone. Donc la nappe qui n'a pas trop bougé, qui s'est fait plisser, failler, et qui s'est fait en plus recevoir la nappe alloctone dessus. Si ces processus sont plus importants, si vous arrivez à très très fortement éroder et altérer la nappe, vous pouvez avoir un moment où vous avez presque tout érodé sauf une petite butte qu'on va appeler une clippe. Donc vous avez comme ça une sorte de petite colline. Et cette colline, en fait, c'est ce qui reste d'une nappe alloctone et elle repose tout autour sur d'autochtones. Vous avez comme vous vous promenez, vous voyez des roches, et puis vous voyez une colline, et les roches sont totalement différentes, elles n'ont rien à voir. Ben ça, c'est un indice peut-être que vous avez eu un charriage. Et donc vous voyez ici à quoi ça peut ressembler en coupe, et alors en carte géologique, hein, fenêtre et clip, vous avez avec ces illustrations, avec ces triangles pour vous dire eh bien, comment sont les failles et leur pendage. On peut avoir trois façons de créer ces charriages, hein. On peut avoir un décollement et un glissement de couches.
Donc, par exemple, si vous avez des contraintes qui poussent très fort, on peut avoir des couches qui sont l'une sur l'autre et qui vont hop, se décoller et glisser comme ça. Ça, si vous avez des niveaux évaporiques, ça marche très bien parce que rappelez-vous, les évaporites ont une tectonique qui leur permet de facilement se déformer. Ils peuvent se déformer extrêmement fort avec faible pression. Donc c'est hyper plastique, les évaporites, donc ça, ça fait comme une couche savon, on appelle ça. Ça permet vraiment de démarrer tout un charriage. C'est notamment ce qu'on trouve dans le sud-est de la France. Si vous vous baladez dans les Alpes de Haute-Provence, ben, vous avez des charriages vraiment importants qui pourtant sont assez loin des Alpes, donc on ne devrait pas trouver ça. On ne devrait pas trouver des charriages aussi importants, aussi marqués, aussi loin des Alpes. Et bien en fait, c'est à cause de l'existence de dépôts évaporitiques dans le Trias local, qui a plein d'évaporites, et donc ça a permis de lancer le phénomène. Vous avez plein de charriages, notamment ce qu'on appelle la nappe de Digne-les-Bains, grâce à ça. Ah, c'est justement la figure que j'ai juste après. Vous avez ici, voilà, on voit ici Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc, regardez ici, la coupe, c'est assez compliqué, hein. C'est d'ailleurs un très bel endroit, je vous invite à aller le voir aussi. Vous avez ici donc, des nappes comme ça qui vont se chevaucher avec des fenêtres. Vous avez l'octone qu'on voit ici avec un beau pli avec du Jurassique inférieur, Jurassique moyen à la Robine. Ici, Jurassique supérieur, c'est un super bel endroit. Ici, ce sont des diagrammes un peu compliqués, hein, mais ça vous avez un peu aussi et vous donner le goût de la géologie de terrain. Un simple pli-faille, donc un pli qui va finalement se fracturer et qui est fort couché, hop, peut vous donner une sorte de charriage. C'est à plus petite échelle, mais ça peut marcher aussi. Et sinon, bah, les cas les plus classiques, je veux dire, notamment celui qu'on va retrouver en Belgique, bah, ce sont des grandes failles subhorizontales qui vont cisailler les couches préexistantes. Donc, si vous avez des structures, bah, elles vont vraiment une faille comme ça qui va passer légèrement en oblique. Et alors, c'est selon cette faille-là que tout va jouer. Donc, le charriage du Condro par la faille du Midi, eh bien ça, c'est vraiment un de ces cas-là de grande faille de charriage. Donc, vous avez ici ce qu'on appelait le parotochtone brabançon, donc normalement, il a quand même un peu bougé aussi. Et l'allochtone ardennais, donc toutes les Ardennes, c'est qu'un homme de Dinan, ben, vient de plus loin. En fait, il a été amené sur le Brabant via cette grande faille de charriage, la faille du Midi. Alors, pour continuer sur les quelques derniers slides sur les structures cassantes, ben, vous avez les Graben et les Horst, qui sont d'ailleurs uniquement dus à des failles normales. Les deux sont dus à des failles normales. Vous voyez que pour avoir ce Graben, ben, si j'étire les différentes parties, ben, toutes ces parties-là vont en fait rentrer les unes dans les autres. Et donc, vous avez hop, un creux qui va se former simplement en tirant sur les bordures. Et comme s'il y a un Horst, eh bien, c'est à peu près la même chose, c'est juste à côté. En fait, si j'avais de l'autre côté ici, j'avais aussi un autre graben. En fait, deux grabens sont toujours séparés par un horst qui est une sorte de zone qui est en fait moins tombée que les autres. C'est pas une zone qui est entrée en surrection. Un horst, c'est une zone qui est moins affaissée que les autres. Donc, vous avez un horst qui est toujours séparé par deux grabens ou deux demi-grabens au moins. Et donc même si ça nous paraît en relief maintenant, c'est juste qu'elle est en fait relativement moins descendue. Et donc tout ça en fait est dû à des failles, à de l'extension des failles normales. Dernière partie, souvent, l'immense majorité du temps, une grande majorité du temps, un séisme est provoqué par le jeu ou le rejeu d'une faille. Donc on a en fait comment ça se passe, c'est qu'on accumule des contraintes, on appuie très fort, et donc il y a l'énergie qui est en train de s'accumuler, mais il ne se passe rien. Et c'est vrai que quand on a assez de contraintes qu'on va pouvoir casser, donc le domaine, on va avoir assez de contraintes pour lancer le domaine cassant, et ça va jouer comme ça d'un coup. Donc on va dissiper l'énergie sous forme d'un choc, une onde de choc qui va se propager. Donc, ce qu'on appelle l'épicentre, c'est le point à la surface qui est vraiment vertical au point de rupture, donc l'endroit où on a le maximum d'énergie qui s'est dissipée, c'est en profondeur. Et alors si on trace une ligne verticale depuis ce lieu en profondeur jusqu'à la surface, là c'est l'épicentre. Et aux surprises, eh bien, l'immense majorité des séismes sont concentrés en bordure des plaques tectoniques. Vous voyez ici tous les séismes depuis, c'était une compilation depuis 1960 jusqu'en 2007.
Bon, il y en a qui sont intraplaques, mais la plupart sont effectivement entre les plaques qui se séparent, qui se cisaillent, qui se chevauchent, etc. Notamment ici, hein, là, vous avez quoi? Vous avez une belle subduction, vous avez ici la faille de San Andreas, hein, avec le cisaillement. Là, vous avez plein de subductions aussi. Séisme. Alors maintenant, on passe au comportement ductile. Une déformation ductile, c'est une déformation qui est incrémentale, c'est qu'elle va se faire progressivement, ce n'est pas une cassure qui va se faire, c'est vraiment progressif. Donc on va voir en fait une recristallisation permanente ou des glissements élémentaires, des plans qui vont glisser les uns sur les autres, où on recristallise, on a une petite dissolution ici, on recristallise de ce côté-là, ce qui va permettre de déformer des zones, des structures. C'est essentiellement en contexte compressif, ou alors à très forte pression, même isotrope, même statique. Donc c'est en domaine compressif, c'est-à-dire en domaine euh, dynamique avec une compression, ou alors à très très forte pression. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment avoir de déformation élastique en extension? C'est parce qu'en fait les roches sont un matériau qui résiste très 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 mal à l'extension. Alors si vous tirez sur des roches, souvent elles vont casser. Soit on est vraiment en très très grande profondeur, elles vont alors s'étirer. Mais la plupart du temps, si on n'est pas à très grande profondeur, elles cassent si on tire dessus. Parce que si on pousse, elles peuvent alors se déformer. On a vraiment un comportement qui est pas toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, en poussant, les cristaux ils peuvent se déformer un petit peu. Parce que si on tire, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez simplement séparer les grains les uns des autres. Et donc ça se sépare comme ça. Puisque une roche est composée de plein de grains différents qui sont là, parfois un peu collés les uns aux autres. Mais ce matériau-là fait qu'en fait, ils peuvent parfois se plisser si on appuie dessus et en fait se casser si on tire dessus. Donc, bah, ce qui vient en tête d'abord, ce sont les plis. Donc, discriminer le type de pli, ben, un synclinal, anticlinal, non, vous devez facilement y arriver maintenant. On a souvent des successions, on ne va pas avoir un seul pli seul. Donc, ça veut dire que succède au synclinal, ben, l'anticlinal suivant, etc. Ils vont partager le même flanc. Donc on peut ici reconnaître dans les plis, ben, c'est la géométrie, donc on peut reconnaître toute une série de zones comme ici le plan axial qui va vraiment nous séparer les deux parties du pli. Avec ici ce qu'on appelle la charnière, qui est vraiment la zone, qui est d'ailleurs une zone où c'est pas du plissé, mais juste à côté vous avez le pli qui se marque. Vous avez ici le point d'inflexion aussi sur le flanc. Et donc on voit ici des plis qu'on peut aussi caractériser. On peut dire à quel point ils sont larges, ouverts, ou est-ce qu'ils sont très serrés, anguleux comme ceci. On peut aussi caractériser à quel point le plan axial est droit ou incliné. Parce qu'on a des plis qui sont couchés, qui sont droits, etc. Donc c'est ce qu'on va voir après. Sinon, vous dire aussi, c'est vraiment des choses de base, hein, mais qu'on peut avoir des plis qui sont de l'ordre du millimètre. Et des plis qui font aussi plusieurs kilomètres. Donc des plis de l'ordre du centimètre, ici on peut en trouver aussi dans certaines zones. Là c'est dans la vallée de la Semois, encore dans le Silurien. Vous avez ces plis comme ça qui vont se marquer. Et en fait vous pouvez suivre ce pli comme ça sur une grande distance. Oups. Et c'est ce qu'on appelle une kink band, une bande kinkée. Hop, en voilà ici aussi un micro-pli bien marqué là, aussi dans des roches du Paléozoïque inférieur de Belgique, hein. On a vraiment là, on avait une petite zone comme ça qui était minéralisée. Hop, on arrive à voir le micropli qui s'est marqué dedans. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. On a une charnière, on a un axe et donc les flancs, plan axial, d'accord. Donc, l'axe, c'est ceci. Le plan axial, c'est ce qui passe par tous les axes de chacune des couches. Et donc, ce plan va vraiment vous séparer les deux parties du pli. Ici, on a un pli qui est fort incliné à tel point qu'en fait il a un flanc qui est normal, mais il a un autre flanc qui est renversé. Donc là, la polarité stratigraphique, elle est renversée aussi. D'accord? Et alors l'axe peut aussi... les plis ne sont pas tous comme ceci.
parfois vous allez avoir, si je me mets comme ça, on peut avoir l'axe ici qui va être incliné comme ça, et qui va vraiment plonger vers, vers la profondeur du relief, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ennoyage du pli. Donc, si vous combinez ça, on peut un pli, alors on peut aussi faire onduler ou alors plisser même son axe. On peut avoir des choses qui peuvent se former. On peut avoir un dôme, on peut avoir un bassin, comme ça simplement vous avez en fait un anticlinal et vous ondulez l'axe comme ça, vous avez le bassin, et vous ondulez l'axe comme ça, vous avez un dôme. Donc pour ça, il y a vraiment un truc que je vous invite vraiment à passer du temps là-dessus. Ça marche vraiment super bien, je trouve. C'est une petite application web qui s'appelle Visible Geology. En fait, comment ça marche? C'est que vous avez euh, comme une sorte de cube qu'on a coupé dans la roche. C'est comme si vous avez un grand laser qui découpe comme ça les roches en profondeur. Et en fait, vous pouvez voir l'effet que vont avoir comme ça des déformations. Je ne résiste pas, je vais le faire. Attendez, je vais lancer ça comme ça. Hop, hop. Je vais essayer de le remettre ici. Faire comme ça avec vous, désolé. Hein. Alors, où est-ce qu'il est mon petit? Le voilà. Donc c'est parti. Donc moi je vais le faire ici en version full screen, vous allez avoir ici. C'est parti, on va ajouter des couches géologiques. Bon, on peut en faire comme ça, on peut changer la taille si on veut. Bon voilà, il vous met automatiquement au hasard des conglomérats, des shales, une argilite, de l'arcose. Bref, peu importe. Ce qui est bien, là, vous voyez comme ça des différentes coupes. Une coupe dans plusieurs directions, on voit ce que ça donne par au-dessus, on voit ce que ça donne par en dessous. Et alors, vous pouvez appliquer toute une série d'événements géologiques. Donc, par exemple, on peut faire incliner. On va l'incliner pas trop fort. Hein. Voilà, une légère inclinaison comme ça. Ajouter, voilà. Donc, on a ici un basculement des couches. Vous voyez ce que ça donne en coupe. Vous voyez ce que ça donne si on avait ici en carte géologique. D'accord. Et on peut appliquer alors des plissements. Voilà, vous avez ici un plissement qui va se marquer comme ça. Vous pouvez changer, vous voyez, la direction. Vous pouvez changer l'inclinaison du pli. Et alors on peut aussi le faire aller comme ceci. Vous avez beaucoup d'options. On va juste l'ajouter comme ça. Donc si on a juste basculé, puis on a eu un plissement. Donc vous voyez comment ça donne en coupe. Vous voyez comme deux coupes à 90 degrés sont parfois fort différentes en fonction de comment on se passe par rapport aux structures. Là, on voit bien les plis. Si on est comme ça, difficile à voir qu'on a tous ces plis-là aussi. Hein. Vous voyez? Voilà ce que ça donne en carte géologique. Si on veut, après, on peut mettre une discordance angulaire. Donc, on va vraiment tout éroder ça, puis on met des choses plates qu'on peut à nouveau replisser. On peut mettre des failles aussi. Je vais juste vous montrer comme ça à quoi ça ressemble. Maintenant, si vous allez dans topographie, et vous pouvez dire, ok, en fait, ça c'est plat, mais en fait, je veux que tu me fasses passer une vallée dedans. On a une rivière qui passe comme ça. Donc, on n'a pas changé les coupes, mais on a une rivière qui. Donc, vous voyez, comme ça donne en carte géologique, l'effet que va avoir la topographie. Si au lieu d'avoir une rivière, j'ai une montagne, vous voyez. Donc là, juste le relief va aussi changer ce qu'on voit vraiment au niveau de la carte. Donc, je trouve que c'est vraiment facile pour bien visualiser, voir en trois dimensions, ce qui n'est pas facile quand on commence la géologie, d'avoir cette visualisation en 3D. Donc ça, c'est vraiment une application qui va vraiment vous aider. Donc, essayez de faire plein de combinaisons. Vous pouvez faire ici une falaise, comme ça aussi, voir ce que ça va donner. Une ride. Et alors, vous pouvez en plus demander de faire des coupes avec cet outil-ci. On va créer une coupe comme ça. Hop, et il vous la sort tout à fait facilement. Ou un sondage. On va faire un sondage ici. Et vous avez les sondages qui apparaissent comme ça. Et alors vous pouvez revenir et alors cliquer ici sur Histoire géologique et vous avez donc tout ce qui s'était passé. On avait les couches géologiques, on avait l'inclinaison et puis le pli. Et donc de la sorte, vous allez en fait avoir
avec simplement les quelques étapes, mais vous allez pouvoir voir l'effet que ça va avoir sur les coupes et sur en carte géologique si on regarde de façon verticale comme ça. Donc c'est vraiment une application vraiment super bien faite. Je vous invite à jouer un peu avec ça pour vous former. D'écrire un pli en fonction d'autres facteurs, notamment c'est l'angle formé par les flancs. Si les angles comme ça forme un angle qui est assez large, obtus, bien on va avoir un pli qui sera finalement peu serré, un pli qui sera euh, large, on va dire ça comme ça, pour dans en première approximation. Si on a un pli dont les angles vont faire un angle clairement aigu, là on va parler d'un pli serré, un pli anguleux, etc. Et en fonction de l'inclinaison du plan axial par rapport à l'horizontale, s'il est droit, s'il est déjeté, déversé, couché, mais vous allez aussi avoir des mots de vocabulaire bon, pour décrire un pli comme ça. Vous avez ici donc des plis ici couchés, là ils sont isoclinaux, c'est-à-dire que les flancs sont quasiment parallèles les uns aux autres, tellement qu'ils sont comprimés. Des plis fins et plis déjetés, plis déversés, simplement en fonction de l'angle que va faire le plan axial par rapport à l'horizontale. Vous avez ici aussi quelques exemples de très très beaux plis, il faut bien l'avouer. Ici un pli s'inclinal droit en chevron, donc vraiment les flancs sont quasiment droits. Et on a la déformation qui est concentrée vraiment toute proche de la charnière. En Inde, si l'anticlinal de Durbuy, un anticlinal légèrement déjeté. Ici des plis isoclinaux dans du marbre, hein, dans ces moments avec des roches qui sont fait largement métamorphisées ici en Italie. Là, des plis couchés en chevron, c'est un endroit très très connu, que j'ai jamais été malheureusement, mais dans les Cornouailles. Il y a aussi des microplis isoclinaux dans le marbre en Italie. On peut former aussi une schistosité par de la déformation ductile. Je sais bien que c'est triste, mais ça s'appelle de la schistosité de fracture. Et donc ce n'est pas la même chose que la schistosité de cristallisation qu'on va voir dans le métamorphisme. Ici, c'est donc en la charnière de pli. Là aussi, avec les géologues, on l'a vu sur le terrain à Tilf, on peut avoir, au niveau de la charnière, on peut avoir une schistosité qui va se marquer. Comment ça se fait? En fait, en pliant, vous allez comme ça, finalement, concentrer de la déformation dans la zone de la charnière. Et à cause de ça, bien, on peut avoir des petites cassures qui vont se marquer dans la charnière. Et donc c'est pour ça qu'on va appeler ça une schistosité de fracture, même si on parle d'une déformation ductile. Parce que cette schistosité va se concentrer dans la charnière et va être en général assez plus ou moins parallèle au plan axial du pli, en tout cas en première approximation. Voici un exemple assez marqué que j'ai pu aller voir aussi en montagne noire. Vous avez le plan axial ici. On voit ici un niveau particulier, un niveau plus solide. Je pense que c'était un niveau de siltite qui était marqué. Et donc vous avez ici, là, on voit très clairement le plan de schistosité qui est vraiment parallèle au plan axial du pli dans la charnière. Les plis font aussi des ensembles à grande échelle. On parle souvent d'un ce qu'on appelle le style tectonique, c'est-à-dire qu'en fait des plis qui vont se succéder, ils ont souvent une certaine la même tête. C'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir un pli largement ouvert, très grand, avec des tout petits plis en chevron qui vont suivre, puis après des grands plis largement déjetés. En général, les plis se ressemblent très fort de proche en proche. Leurs axes sont souvent assez parallèles aussi, souvent. Et donc ces structures ensemble peuvent former aussi elles-mêmes des zones un peu en surélevé, puis des zones plutôt comme des bassins. Donc c'est ce qu'on va appeler des anticlinoriums et un anticlinorium et un synclinorium. Donc qui sont en fait des successions d'anticlinaux de synclinaux, mais qui vont elles-mêmes marquer soit une sorte de bassin pour un synclinorium et une sorte de petite zone surélevée par rapport au reste en tout cas pour un anticlinorium. Donc on a des beaux exemples en Belgique aussi, on a le synclinum de Dinan, donc qui effectivement va nous marquer tous ce qu'on appelle en langage local les tiges et les chavets dans le chondro, et qui se suit par un anticlinorium de l'Ardenne vers le sud avant d'arriver vers le Grand-Duché du Luxembourg.
Il est très clair que la géologie a une grande influence sur la géomorphologie. C'est en fonction des roches et de leur érosion différentielle, mais vous allez avoir des paysages qui seront distincts. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser les différents, parfois la géomorphologie locale pour aider à comprendre la géologie locale. Donc ici, c'est un exercice qu'on faisait normalement. Vous aviez ça, vous deviez essayer de me retrouver quels étaient les plis, les failles qui allaient affecter cette région-ci. Vous avez, ce qui est très pratique, c'est vraiment une photo aérienne où vous avez une succession en fait de couches. Vous avez la couche verte, la couche rouge, brique et le beige, et en fait qui sont d'âges différents. Et voilà ce qu'on va retrouver. En fait, on peut avoir des failles comme ça qui vont se marquer. On peut avoir aussi ici un pli avec ici une faille qui va se marquer. Donc voilà comment ça se passe ici, l'explication. Ça, vous allez pouvoir regarder ça, faire ça chez vous à votre aise. Vous avez le plus jeune et le plus vieux dans ce sens-là. Donc d'abord, on en fait un synclinal ici, qui passe à un anticlinal, puis un autre synclinal. Donc voilà, un plissement, synclinal, anticlinal, synclinal. Et l'anticlinal, en fait, lui, est un pli faille. Donc il s'est fait comprimer et à un moment, il s'est fracturé. Et maintenant, vous avez donc synclinal, anticlinal, faillé, synclinal. D'accord. Et en plus, eh bien, vous allez éroder une partie. Donc si vous érodez tout ceci, c'est maintenant disparu, mais vous avez donc ça dans le paysage, vous allez voir cette succession d'abord qui va du gris jusqu'au rouge, puis du rouge au gris, ici. Puis ensuite, on ne voit rien, puis on retrouve la succession du rouge au gris. Ici, ça veut dire que là, entre les deux, il nous manque une partie de l'histoire, car il y a une faille et une partie qui a été érodée. Donc là aussi des cas classiques hein, avec tectonique et géomorphologie. Donc ici, si on se balade en voiture, si on va depuis Liège jusqu'au Luxembourg, alors jusqu'en Champagne humide, eh bien vous allez passer par le Trias et le Jurassique qui sont inclinés. En fait, c'est incliné parce que c'est la bordure du bassin de Paris, donc il y a une grande dépression, comme un grand synclinal. Et en fonction des compétences des roches et donc de leur résistance à l'érosion, vous allez passer par des calcaires qui sont plus solides et puis parfois après des shales qui sont plus faciles à éroder. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des cuestas, qui sont simplement des sortes de petits reliefs dus au fait qu'on a une couche qui est inclinée mais qui est plus résistante à l'érosion. Les liens entre tectonique et géomorphologie, on peut aller encore un peu plus loin. On peut parler d'un relief qu'on va appeler conforme, un relief qu'on appelle parfois aussi jurasien, dans lequel les vallées correspondent à des véritables synclinaux et les montagnes correspondent à des anticlinaux. Donc ça c'est vraiment typique de zones plissées vraiment en bordure des Alpes par exemple, dans le Jura on va avoir ça. Et quand on se trouve en plein cœur des chaînes de montagnes, là il y a beaucoup plus de charriage, de failles, et alors, tout ça était beaucoup plus haut, donc l'érosion est plus importante aussi. Donc on a une érosion, une altération fort importante. Et là, ce qui fait que là, comme c'était surélevé, qu'on a beaucoup de fractures, beaucoup de charriage aussi, que c'était très fortement en hauteur, l'importance de l'érosion et de l'altération est telle qu'en fait, là, on ne va plus suivre la, hum, la tectonique de base. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle des synclinaux perchés. C'est-à-dire que le sommet d'une des montagnes là, du coin, ben, en fait, c'est un synclinal, comme on voit euh, ici, une butte témoin à cause d'un charriage, et ici un synclinal perché. Donc là, ce qui se retrouve maintenant en plus haut relief est un synclinal. Donc là, on ne suit pas du tout la tectonique, c'est ce qu'on appelle parfois un relief inverse. Quand on va avoir des synclinaux perchés, on appelle ça un relief inverse qu'on appelle alpin ou subalpin. Il y a un autre mot pour ça, c'est pour ce type de relief, c'est ce qu'on appelle un relief appalachien. C'est vraiment des très 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 vieilles chaînes de montagnes. Donc là, elles sont tellement anciennes qu'on a tellement érodé, comme finalement on a une influence tout à fait minime de la tectonique. Le seul relief qu'on va avoir, c'est simplement si on avait des roches un peu plus dures à cet endroit-là, ben, elles seront en relief, et si on a des roches un peu plus molles, ben, elles seront pas en relief. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc peu importe les charriages, les plis anticlinaux, synclinaux qui ont pu le marquer, c'est tellement une vieille chaîne, ça c'est des reliefs comme on pourrait retrouver ben, par exemple en Belgique pour les roches du Paléozoïque inférieur. C'est tellement ancien que là,
où il n'a plus vraiment d'influence de leur tectonique sur, sur le paysage. Et voilà, donc avec ce slide-ci, avec cette partition, j'ai terminé la partie du cours sur la tectonique locale. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je vais enregistrer quelques slides ici qui en fait seront la partie finale pour les géographes. Donc c'est vraiment un résumé de la géodynamique de la Terre, de la structure de la Terre. Puisqu'avec les géologues, je vais décliner ça en deux cours à part entière. Donc ça veut dire que pour les géographes, je vais enregistrer une vidéo supplémentaire, puis c'est terminé. Pour les géologues, on a encore des choses à faire ensemble, bien évidemment.